nous, en français, à croyance et que l'on donne à beliefs en anglais. Alors, donc, prenons le terme croyance dans un sens large. Et justement, Ariel Toaf, dans son exposé, nous montrera que manger à la juive, ce n'est pas seulement manger cachère, comme nous avons tendance bien souvent à le croire, justement. Donc, je laisse la parole désormais à François Lissarag et je rappelle aux intervenants qu'ils ont exactement 20 minutes et que je serai féroce. Merci quand même. La férocité de Françoise Saban étant proverbiale, ça ne me met pas à l'abri du respect des horaires. Donc je vous souhaite une bonne sieste. C'est vrai qu'on a un peu forcé sur le vin. J'essaie de me limiter. J'espère vous aussi. Moi aussi, je reprendrai cette interrogation sur modèle croyance. Je me sentais jusqu'à un peu entre les deux. Ce que je voudrais vous montrer relèverait plutôt de la norme et de l'anormalité. Mais ça sera un autre débat que peut-être on entamera ensuite. Le champ sur lequel je travaille, c'est le monde grec ancien. Ma formation, mon domaine d'activité, c'est pas tant l'alimentation que les représentations figurées. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est précisément de la représentation, non pas au sens pictural, mais au sens mental et idéologique. En Grèce ancienne, l'image du repas alimentaire est rare. Ce qu'on représente le plus souvent, c'est le moment où l'on boit. Et les Grecs distinguent ces deux temps-là, manger, le deipnon, boire, symposion. Les pratiques grecques, Françoise Saban vient de nous le rappeler, consistent à mélanger le vin avec l'eau. On ne boit pas le vin pur, on le coupe d'eau, on le mélange, et ce mélange s'opère dans un grand vase qui est un cratère, qui est ce que veut dire le mot grec, kéranumi. Le cratère, c'est aussi là où la lave se mélange avec la terre, mais c'est aussi l'endroit où le vin et l'eau se mélangent. Et c'est dans ces cratères, donc il y a un cratère commun au groupe des buveurs, c'est là qu'on mélange, et ensuite on doit distribuer, et puis chacun boit dans son vase. Autrement dit, il y a à la fois une forme de convivialité, on ne boit pas tout seul dans son coin. Je parle des normes et des modèles, là, le réel est une autre paire de manches, mais moi, on a accès en histoire ancienne plus aux représentations qu'aux réalités, mais ces représentations construisent des normes de ce type-là. Donc on mélange, on distribue entre convives, on ne boit pas tout seul, et il y a donc une idée de partage et de distribution dans cette affaire-là. Alors c'est moi qui envoie les images. Je suis un plan qui est du point de vue des images très linéaire, et puis j'essaierai après de tirer quelques fils. Ces représentations, elles sont très fréquentes sur les vases et très rares dans la sculpture monumentale. Je commence par un exemple récemment découvert de sculpture monumentale. C'est un fronton en partie fragmentaire, on n'en a qu'une moitié, qui représente, couchés sur des lits de banquet, deux buveurs, vase en main, avec le cratère dont je viens de vous parler, posé à leurs pieds comme objet commun de la distribution. De ce fronton trouvé en Grèce en 1973, donc il y a 25-26 ans, on déduit que c'est un temple de Dionysos parce qu'il y a des buveurs au fronton et que le vin est présent. Plus cette espèce de lion extraordinaire, là, ces animaux-là, qui ne sont pas tout à fait ordinaires et familiers. On est là dans une image de félicité dionysiaque, mais ces représentations, comme je l'ai dit, en sculpture sont rares. Je donne un autre exemple. Je ne sais pas si vous y verrez grand-chose, c'est un fragment d'une frise. La frise est très très longue, il y a beaucoup de choses dessus, mais on y trouve entre autres une série de banqueteurs qui sont allongés, tenant des vases et les vases en main, accompagnés d'un cratère de nouveau. Donc ce point commun organise la mise en scène et la pratique concrète, vase du mélange, vase à boire et distribution. Cette convivialité, elle est à la fois symbolique et elle est en même temps liée à la technique même du boire. Et le technique et le symbolique sont complètement noués, mais les historiens de l'alimentation savent ça mieux que moi. Dans la représentation ici, nous sommes un temple d'Assos en Asie mineure. On est dans le 6e siècle. Si j'ai retenu cet exemple, c'est à la fois parce qu'il est rare, il est au Louvre, et surtout, il associe à cette scène de banquet
bien réglée, de convives entre eux qui se tiennent correctement. Une autre scène, je reviendrai sur ce motif plus tard, de combat entre Héraclès, ici avec son arc, qui pourchasse des centaures. Ces centaures s'enfuient, mais vous devinez qu'il y a, à cause du vase qui est là, une histoire de vin à l'arrière-plan. Et cette histoire de vin, c'est une histoire de mauvais usage du vin. Et je vais y revenir dans un moment. Les centaures sont les sauvages qui ne savent pas boire ou qui ne savent pas boire comme il faut. Alors cette image du banqueteur, je l'ai dit, elle est très très fréquente et très logiquement fréquente sur les vases à boire du banquet. Ici vous avez une coupe, donc un vase d'assez petite dimension, 20-30 cm, dont vous voyez un revers avec de nouveau une série de buveurs tenant les vases à boire, les instruments de musique et de nouveau le cratère qui est le point de départ de cette distribution. Encore une fois, cette image est un modèle, une représentation. Elle normalise et elle exemplifie de manière la plus élégante et la plus esthétique possible une pratique qui, par ailleurs, dans le réel, a pu fonctionner de manière beaucoup plus diverse. Mais vous le voyez ici, la frise inférieure en silhouette répète une série de vases qui sont comme le cadre matériel et symbolique à l'intérieur duquel ce banquet a lieu. On a donc une image sur l'objet concret qui sert à boire, la représentation de cette convivialité, de cette distribution, et en exergue les vases eux-mêmes comme signe de cette pratique du banquet. Au passage, pour ceux qui ont de bons yeux, ce vase-là a une anse, et puis la deuxième est un sexe, et ça serait un autre discours, mais nous ne sommes pas dans un colloque sur la sexualité, mais on pourrait, tout ça se tient. Hein. Les plaisirs du banquet grec, du symposion, ne sont pas uniquement alimentaires, ils sont musicaux, c'est le vin, c'est la boisson, c'est la discussion, c'est l'échange, et l'échange aussi bien dans la parole, je vous renvoie au banquet de Platon, que l'échange érotique. Et c'est ce qui est suggéré par cette forme de vase. Autre exemple, cette fois sur un vase de plus grande dimension, ce qu'on appelle un stamnos, qui est de nouveau, comme le cratère, un vase à mélanger le vin. Il a une grande ouverture que vous ne voyez pas. Et il représente les lits de banquet, les convives entre eux, avec les vases, la discussion, l'échange des regards et la circulation. Sur la table, il y a même des amuse-gueules. Donc toute une série de détails concrets sont archéologiquement exacts et précis, et on pourrait les appeler réalistes, mais en même temps, ces images ne sont pas la simple reproduction du réel, elles sont, à partir des pratiques, la construction de ce qui est bon à penser, bon à montrer à propos de ces pratiques. Alors, sur ce mode-là, pour finir la norme, si vous voulez, cette mise en place rapide de ce que sont les pratiques, un cratère, vous le voyez en entier, sur le col duquel est représentée une série de banqueteurs, au milieu un cratère, et on voit bien à quel point cet objet, il est le point focal concret de la distribution, et en image, sur la panse, une petite silhouette, faites-moi confiance, d'un personnage assis tenant une corne à boire qui est Dionysos. Autrement dit, sur ce vase-là, le vase représenté porte une image qui fait passer du plan du réel, les convives de la pratique, au dieu du banquet, Dionysos, le dieu du vin. Et là, on est plus dans les croyances que dans les modèles. Mais les deux se tiennent, on l'a vu. Ce système-là, couché sur son lit, discutant avec les autres, c'est évidemment une affaire d'homme, hein, je passe le détail, mais là aussi il faudrait le discuter. L'échange, la circulation, tout ça fait système à tel point qu'une image peut se contenter d'en évoquer un élément pour que l'ensemble soit implicitement présent. Vous avez là le médaillon d'une coupe, c'est-à-dire l'intérieur d'un de ces vases à boire, qui isole donc un élément. Cet élément, c'est un lit de banquet avec un buveur, la musique. Le reste n'est pas là, mais le savoir partagé des Grecs, leur pratique, leur culture, fait que devant un lit de ce type, ils sont capables de penser il y a convivialité, échange et symposion. L'autre élément que l'image isole de la même manière, c'est le cratère, avec ce jeune serviteur. C'est devenu flou là, je ne sais pas si c'est les effets du vin. Moi, je ne peux rien faire là. Merci. Le jeune homme est en train de puiser dans le cratère pour remplir une coupe. Il est seul, mais ça ne veut pas dire que dans le réel, il est tout seul. Ça veut dire que ça, c'est la métonymie de l'ensemble de ce que j'ai essayé de vous décrire précédemment. Alors,
on vient de voir le mode, je vais dire, réel, normalisé, esthétisé, idéalisé. Et puis il y a un autre plan qu'on peut évoquer très rapidement, on l'a déjà vu sur le fronton du temple de Corcyre, ce sont les héros au banquet. Et ceux-là sont seuls. Ici, par exemple, on a sur un lit de banquet un personnage isolé qui a accroché ses armes, son arc, et c'est Héraclès. Il est accompagné par Athéna qui le protège, et puis il y a un jeune homme qui va puiser. Donc le détail qu'on vient de voir à l'instant s'ouvre ici sur une composition d'un seul banqueteur. On n'est plus dans la convivialité, mais dans l'héroïsation. Mais la pratique du vin est la même, hein, c'est toujours le mélange. Simplement, Héraclès, il est, comme les Finlandais dont on parlait hier soir entre nous, il est capable de tout boire à lui tout seul. Et c'est ce qui fait de lui aussi, ça aussi fait de lui un héros. Un autre héros, et c'est là que je passe du côté des normes qui se dénaturent et qui se détériorent et de l'anormalité. Je ne sais pas si c'est net pour vous et clair, mais on a de nouveau un lit de banquet. Ça doit être assez visible pour tout le monde, avec un banqueteur isolé. Il a un couteau à la main et il est en train de tenir un morceau de viande. Il y a aussi des morceaux de viande sur sa table. Et jusque-là, je dirais, tout va à peu près bien. Mais sous la table, il y a un cadavre. Et ce cadavre, c'est le cadavre d'Hector. Et donc, l'histoire est mythologique. Vous avez là le vieux Priam qui vient réclamer le corps d'Hector. Et au lieu d'assister à un banquet qui est un échange de vin et à une distribution du vin entre égaux, on assiste à une scène qui intègre un banquet solitaire dans une scène de don et contre-don qui est la rançon du cadavre. Priam, il apporte toutes sortes de cadeaux, on va dire prémonétaires, métalliques, qui seront l'échange du corps. Donc il y a deux types de viande, je dis ça très caricaturalement, mais c'est le temps qui me presse, de la viande froide et de la viande consommée, un cadavre, des animaux consommés dans le sacrifice. Cette image-là, qui vue de loin paraît très belle et qui graphiquement est en effet très élaborée, elle est du point de vue des rituels et des pratiques grecques absolument scandaleuse. Le cadavre, normalement, il devrait être sur le lit, exposé dans sa maison et pleuré par les siens. Il est renvoyé sous le lit et il est donc non traité comme un cadavre. Et en revanche, Achille est en train de banqueter au-dessus, ce qui sont deux opérations. Enfin, tous ceux qui ont travaillé sur les rites de deuil savent bien que c'est absolument incompatible. On peut faire un gueuleton après l'enterrement, mais certainement pas au milieu du traitement du corps. Et il en va de même ici. Donc, encore une fois, la qualité esthétique de l'image est sans rapport avec la violence rituelle et le scandale rituel que comporte cette image-là. Et il y a plusieurs histoires, pour revenir au vin, qui, comme ça, dérèglent et dénaturent ces affaires-là. La première, c'est celle d'Ulysse chez les Cyclopes. Je ne vous raconte pas l'Odyssée, mais très brièvement, Ulysse échoue dans l'île du Cyclope. Le Cyclope, c'est un individu isolé. Ils sont plusieurs, mais chacun pour soi. Il méprise les dieux, il sait qu'ils existent, mais il n'a aucun respect des dieux, et il ignore le vin. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Dans l'Odyssée, comme dans la pièce d'Euripide qui s'appelle le Cyclope, Ulysse vient faire des provisions, offre du vin au Cyclope pour obtenir en échange de l'eau, de la marchandise. Ils sont tous faits prisonniers, enfermés dans la grotte, et le Cyclope décide de les manger un par un. On est donc dans une histoire cannibale. Mais non seulement l'histoire est cannibale, mais elle va à l'envers des règles grecques de l'axénia, de l'hospitalité, puisque l'hôte ici est prisonnier et qu'il est même boulotté par celui qui reçoit. Ce que vous avez sur cette image, c'est une coupe, hein, de nouveau un vase à boire le vin. On voit ici le Cyclope qui est assis, qui tient encore les jambes d'un des personnages dont il a consommé le reste, on peut supposer. En même temps, sans doute, ce personnage-ci est sans doute Ulysse et lui donne à boire du vin, et en même temps, ils sont en train de l'aveugler. Vous vous rappelez l'histoire, le Cyclope ne sait pas ce que c'est que le vin. Donc il le boit tout seul et pur, ce que les Grecs évitent de faire, puisque c'est ça qui est dangereux. Et une fois ivre, il est très content, il s'endort et on lui crève l'œil. L'image ici monte tous ces éléments à la fois et combine, c'est ce qui m'intéresse, presque dans la même zone de l'image, l'aveuglement, l'ivresse et le cannibalisme. Et là encore, on voit bien à quel point les bonnes manières de manger sont ici complètement pulvérisées et anéanties dans cette histoire. Ce qui est remarquable, le temps est court, mais c'est que Ulysse donne le vin en lui disant « bois un coup, tu vas voir, c'est très bon ». Donc il le piège complètement. Et le Cyclope, chez Euripide, dit « oh là là, mais ça c'est très bon, je vais inviter mes amis ».
Et Ulysse fait « Non, garde tout pour toi, il n'y en aura pas pour tout le monde, garde-le pour toi. Si les amis arrivent, Ulysse est cuit évidemment et la ruse ne peut pas fonctionner. » C'est-à-dire que s'il y avait convivialité et partage, la ruse d'Ulysse serait impossible. Et ce qui fait le caractère monstrueux du Cyclope, c'est qu'il est cannibale, mais ce qui le mène à l'échec, c'est qu'il consomme tout seul, ne partage pas, n'échange pas et reste dans son coin. Il y a une autre histoire, j'ai évoqué tout à l'heure les centaures qu'Héraclès poursuivait sur la frise d'Assos. Les revoilà, et les centaures sont liés à deux histoires différentes. La première, dont vous avez ici une image qui l'évoque, sur un cratère, donc un vase à mélanger le vin, on voit Héraclès qui ouvre une jarre, un pythos. Les Grecs n'ont pas de tonneaux, ils ont des jarres en terre cuite. Et cette jarre de vin, c'est un cadeau de Dionysos aux centaures, et en particulier à Pholos, qui est un des bons centaures. Et la consigne a été donnée de n'ouvrir cette jarre que le jour où Héraclès viendrait. Donc c'est un cadeau, mais un cadeau à retardement, si vous voulez, et un mode de convivialité dont Dionysos ne donne pas le détail et l'explication. Quand Héraclès arrive, il l'ouvre, comme vous le voyez là, et sur d'autres images, on voit un temps un peu différent, c'est-à-dire le moment où Héraclès et Pholos sont installés comme des convives, la jarre est ici, le couvercle a été soulevé, on est en train de puiser, donc ce que je vous ai raconté, la distribution est là, on n'est pas dans le mélange, Héraclès y boit du vin pur, et les centaures, les autres, attirés par l'odeur, arrivent, ils veulent boire, et c'est une bagarre généralisée qui se déclenche. Ils n'ont pas accès au vin, ils n'ont pas droit au partage et au mélange, et du coup, le revers vous montre ici Héraclès en train de massacrer ses centaures. Ce qui fait, à la différence du Cyclope, le Cyclope, il a envie de boire, boit tout seul, et il est piégé. Les centaures ne savent pas boire, ne savent pas partager, et leur affaire dégénère dans la bagarre et la violence. On retrouve, autre exemple de cette même bagarre, la même chose, pour vous montrer à quel point les objets sont symboliques et construisent les récits que je suis en train de vous raconter. La jarre, le canthare de la distribution, et puis déjà Héraclès, aidé par Athéna, qui se bagarre contre les centaures. Il y a même une inscription qui donne le nom de Pholos. Et puis tout le tour du vase décrit cette débandade des centaures. Au lieu d'avoir des gens assis, calmement organisés en cercle, on a une fuite généralisée qui part dans tous les sens. Et il y a une deuxième histoire du côté des centaures, c'est celle des noces de Pirithous et d'Hippodamie. Quand Pirithous se marie, il invite les centaures qui sont ses cousins. Donc ils sont parents et ça se fait d'inviter les parents. Mais là encore, ce banquet dégénère parce que les centaures arrivent au banquet, ils sont invités. Ils essayent de violer la mariée, donc ça plaît pas. Et s'ils font cela, c'est parce que là encore, ils ont trop bu de vin, qu'ils ne savent pas se maîtriser, ne savent pas le contrôler. Et de nouveau, c'est ce que vous avez au registre supérieur de ce cratère, encore un vase à mélanger le vin, une énorme bagarre de centaures qui se sont empoignés tout le mobilier du banquet. Et sur le dessin qui suit, on voit mieux les détails peut-être. Vous avez ici un centaure qui se bat à coups de chandelier. Les coussins sont par terre, là donc le lit de banquet est marqué. On se bat avec des broches, avec des torches, et vous avez des femmes qui courent vers la porte ouverte où se trouve le lit de noces et l'autel des dieux. Donc toute la partie à la fois du bon mariage et des dieux qui sont les garants du mariage est ici complètement violée et renversée. Et vous voyez ici, j'espère, clairement, le cratère qui est renversé, brisé, tombé. Ce cratère, la cruche cassée, il est presque comme l'image de ce mariage dont les centaures empêchent le bon fonctionnement. Et on voit bien là encore comment, après tout dans cette histoire de mariage, le vin n'était pas nécessaire. Mais c'est construit de cette manière-là. J'arrive au bout, il me reste 5 minutes. C'est bon. Un dernier petit coup. Autre image de cette même bagarre entre Centaure et Lapith, on se bat à coups de table, à coups de vase. C'est-à-dire que là encore, on n'est pas dans une bataille réglée en armes avec des épées, des boucliers. On est dans un système de convivialité et d'échange qui se dérègle et qui explose. Et pour marquer ça, le vin est aussi un bon opérateur. Il est à la fois la cause du dérèglement dans le comportement des centaures et le signe explicite de ce dérèglement. Et là encore, les femmes sont par terre, bousculées et renversées. Dernière histoire, mais on pourrait en aligner d'autres. J'ai fait un choix, le temps est court, on vient de me le rappeler. Dernière histoire, pour revenir à Ulysse, c'est l'histoire des prétendants dans l'Odyssée.
pendant qu'Ulysse n'est pas là, à la maison, il y a un exercice de convivialité déréglé qui se développe. Ce sont les prétendants qui veulent épouser Pénélope et qui font le siège de la maison et qui sont là du matin au soir. Quand Ulysse revient, vous vous rappelez l'histoire, il y a l'épreuve de l'arc, il se fait reconnaître, il arrive incognito, c'est l'arc qui l'identifie. Et de nouveau, on a des vases à boire comme celui-ci, où le dessin déroulé vous montre Ulysse qui tire à l'arc sur les prétendants qui se réfugient derrière les tables qui normalement sont posées au pied des lits, bien réglées, où les convives échangent entre eux. Au lieu d'un échange de la parole et du discours, de la musique, du vin et des cadeaux, liés à un possible échange des femmes dans un mariage qui ne se fait pas, c'est un échange de flèches et de coups. Et on retrouve la même scène je reviens en Asie mineure, à l'Héroïne de Trissa, en Lycie, donc le sud de la Turquie moderne, où il y a une longue frise où on retrouve ces mêmes lits avec les prétendants. Ulysse est ici en train de tirer à l'arc, à côté du cratère. Et vous voyez à quel point cet objet technique du mélange du vin marque le point axial de ces histoires, renversées chez les centaures. C'est à côté du cratère que se tient Ulysse pour distribuer non pas le vin mais les flèches, et on voit bien la logique de ce renversement, pendant que les prétendants, comme tout à l'heure sur l'image précédente, s'abritent derrière des tables. Vous avez ici une des tables qui normalement devrait être là, c'est-à-dire que tout l'ordre est renversé, bousculé, et c'est à partir du cratère du vin que se distribuent ces coups. La dernière image, qui est un dessin, reprend, mais peut-être on voit mieux ici ce que je viens de vous montrer. Vous venez de voir ça et cette image-ci. La frise est très très longue. On est dans un lieu qui n'est pas vraiment grec. On est en Lycie, donc ce sont des satrapes d'Asie mineure liés au monde assyrien, mais connaissant la culture grecque. Et dans cet enclos, qui est un enclos funéraire, où sont enterrés un certain nombre de princes lyciens, on a toute une série d'histoires mythiques grecques sculptées à la grecque, y compris donc cette longue frise du banquet perturbé et de Ulysse rétablissant l'ordre et la justice. Et on voit, je crois, clairement dans cet exemple-là, à quel point, pour se penser comme un grec, un marginal du monde ancien lycien donc, a choisi les modèles grecs pour exprimer à la fois sa culture et son savoir-vivre. Lui, prince lycien, il est un peu comme Ulysse qui rétablit l'ordre. Un autre morceau montre un banquet normal, qui se passe bien, où le monarque reçoit ses amis. Et on voit, je crois, à quel point, dans ces images-là, se construit, avec beaucoup de simplification que la rapidité de mon exposé accentue, cette image d'un bien boire et d'une bonne convivialité, qui est construite par la technique même du vin, du mélange, du partage et de la distribution, et ces dérèglements. Tous les dérèglements du bien boire vous renvoient dans le délire ou la sauvagerie. Alors j'ai pas le temps, c'était pas mon propos de vous parler des satyres, mais c'est tout ce monde-là qui est un monde à l'envers. Et il me semble qu'on peut assez facilement repérer sur les vases à boire, aussi bien que dans la sculpture princière du monde périphérique, à quel point les manières de boire à la grecque qualifient un certain type d'hellénité, d'hellénisme et je dirais de culture et de civilisation. Voilà, je suis dans les temps. Merci beaucoup. Eh bien, maintenant, on attend les questions. Oui, j'avais une question un peu ça marche, oui. Dans le corpus que vous avez donné, vu que je n'y connais pas grand-chose, est-ce que se dessine en fonction des chronologies à la fois des vases et puis des frises et puis peut-être des origines également de production, des modèles peut-être un petit peu différents, qu'est-ce qu'on sait de la circulation finalement de ce qui pourrait être un modèle grec? Est-il vraiment grec? Est-ce qu'il y a des modèles aussi autochtones, par exemple en Grande Grèce ou ailleurs dans le monde oriental? Très bonne question. Sur l'idée de manger couché sur un lit, ça c'est d'abord un modèle oriental et Dancer a écrit un énorme livre là-dessus que je vous recommande évidemment.
ce que j'ai montré massivement, c'est Attique des 6e et 5e siècles. Mon classement n'était pas chronologique. La sculpture est à la fois Corfou, donc là on est encore en Grèce quand même, et puis l'Asie mineure qu'on pourrait considérer comme marginale. En tout cas, le dernier exemple, il est nettement marginal. Je dirais, il est non grec d'un non grec qui veut se faire grec. Le reste, la circulation, c'est une énorme question compliquée parce que les Étrusques achètent ces vases. La plupart de ce que je vous ai montré vient d'Étrurie, que les Étrusques boivent à la grecque aussi et font les Grecs, mais en même temps sont différents. Donc ça, oui, il faut en faire l'histoire. D'autres l'ont fait ailleurs, et sur l'histoire des banquets, Pauline Schmitt a regardé ça. Là, je suis dans le symposium qui est plutôt d'ordre privé. Hein. Mais c'est vrai que ce sont des modèles, je crois, fortement aristocratiques et qui sont, du côté de la sauvagerie, c'est un savoir partagé du monde grec. L'Odyssée, elle n'est pas athénienne, elle est commune à tout le monde. D'autres questions ? Oui, Steve. Pour mettre fin au dérèglement, est-ce qu'il y a un rituel alimentaire précis? Pour remettre les choses en place. Est-ce qu'on refait la même chose? Est-ce qu'on fait autre chose par compensation, par expiation, pour donc théâtraliser un tout petit peu le retour aux normes? Dans le mythe, non, parce que ces histoires mythiques, elles servent à penser les pratiques concrètes, mais chaque cas est particulier. L'histoire d'Hector sous le lit d'Achille, ça va se terminer par le rachat. On va ramener Hector, on va l'enterrer, et puis Achille, il va enterrer Patrocle. Et donc, c'est les deux rituels funéraires en contradiction qui vont se dénouer. Et on n'en sait rien d'autre. Hein. Ce que je vous ai montré là n'apparaît pas comme ça dans l'Iliade. Hein. Dans l'Iliade, Achille dit il faut d'abord cacher le cadavre pour que Priam ne le voit pas. Donc les images travaillent chacune à leur manière. Ulysse, une fois qu'il a massacré tous les prétendants, il a des problèmes avec les parents des prétendants. Il faut qu'il règle ça. Il y a des histoires de succession. Mais il n'y a pas d'histoire de réinstauration dans ce cadre-là du bon banquet. Dans la pratique concrète, on a quantité d'histoires de banquets qui tournent mal, on en a nous aussi vécu. Et là, en général, on va prier les dieux, faire une offrande ou quelque chose comme ça. Mais nous ne le savons que dans le cas où il y a eu effectivement un acte rituel. Ça ne veut pas dire que c'est toujours comme ça, mais nous le savons dans ce cas-là. On a un effet de source, si vous voulez. Il y a une histoire agrigente de buveurs qui ont trop bu. Le problème du banquet, c'est le problème du contrôle. Le vin est une drogue, il faut la contrôler, c'est-à-dire il faut la consommer avec modération. Si on tombe dans l'excès, on est cuit. Alors il y a des manières rigolotes et puis il y a des manières tragiques. Une histoire à Agrigente dit que les types ont tellement bu qu'ils savaient plus où ils étaient, qu'ils ont cru qu'ils étaient dans un bateau qui allait couler, genre Titanic, et donc ils ont tout jeté par la fenêtre. Donc ça fait un bordel noir, la police arrive, on les arrête et on les coffre. Et puis le lendemain, et ils remercient les policiers en les appelant Triton, en remerciant Poséidon. Donc ils pensent toujours qu'ils sont en train de se noyer. Une fois qu'ils ont pris du flot, émergé, ils s'aperçoivent de leur erreur, parce que Dionysos est un maître d'erreur et d'illusion. Le théâtre fait ça autrement. Donc ils se réveillent, ils comprennent ce qui s'est passé, et là ils vont faire une double offrande à Poséidon quand même, et à Dionysos. Et cette histoire nous est racontée, donc c'est comme ça que je le sais. Mais toutes les histoires de soulographie grecque ne donnent pas lieu à des textes, sinon nos bibliothèques seraient infinies. Et la question est bonne, mais j'ai pas l'élément de réponse sur la réinstauration de la norme. Là, il y a des offrandes aux dieux, mais non pas une espèce de potlatch entre les parties des dons et des contre-dons. Non, parce que toutes les histoires que je viens de raconter, elles sont dissymétriques, hein, sauf celle d'Achille et Priam, où là, il y a un vrai échange et un vrai don contre don. Toutes les autres, c'est à peine des hommes. Hein. Les prétendants, ils sont dans l'excès. Et quant aux centaures, n'en parlons pas, ni aussi le cyclope, c'est pareil. Hein. On ne peut pas s'accorder avec précisément ce qui définit la culture et ses marges, il me semble. Une autre question. Nous avons encore quelques minutes, quelques instants pour une autre question. Si je peux me poser une question à moi-même, j'aimerais beaucoup insister. C'est possible. Après tout, à Strasbourg, on peut imiter de grands modèles. J'aimerais beaucoup insister sur le fait que les images ne sont pas la reproduction du réel.
qu'on a tous travaillé dans l'histoire de la vie privée, de la vie quotidienne, en prenant les images comme donnant des détails concrets. Et c'est vrai, hein, la typologie des vases, elle est correcte, l'histoire du vêtement, elle est là. Mais toutes ces images ne sont pas faites pour ça, et elles sont vraiment un travail de construction et d'abstraction. Je vais trop vite là, mais c'est ce que je trouve intéressant. Nous, historiens de l'Antiquité, on est peut-être plus frustrés que la plupart des autres dans cette salle parce qu'on manque d'archives et de matériel. Et l'accès au réel est difficile. Mais je trouve que mesurer les opérations idéologiques qui sont en jeu dans ces constructions, c'est presque une théologie, hein, d'une certaine manière. Il y a là implicitement une théorie des pratiques sociales dans ces images-là. Parce que ce qui est retenu plutôt que pas, ce qui est montré, pas montré, la manière dont c'est organisé, ça dit un discours qui est pour nous important, je pense. Après, je peux me tromper dans le détail, c'est même probable, mais l'opération de principe me paraît aller dans ce sens-là. Merci beaucoup pour ces précisions éclairantes. Je crois que nous pouvons passer à la deuxième intervention de Charles de Miramont, qui va nous parler du christianisme et des interdits alimentaires et du cas du XIIe siècle. Alors on va descendre un peu dans l'histoire et arriver au Moyen-Âge occidental. Mon intervention sera aussi moins comme celle de François Lissarac, d'un historien proprement dit de l'alimentation, qu'un historien de la norme. La question générale qui est derrière cet exposé, elle est la suivante. Quelle est la place ou quelle est l'absence de place qu'ont les interdits alimentaires dans la religion chrétienne ? J'aurai une porte d'entrée parmi d'autres aujourd'hui, qui sera d'étudier comment chez trois intellectuels du XIIe siècle, Pierre Abélard, Robert Pullus et Uguccio de Ferrare, quelle est la place chez eux des interdits alimentaires dans leur pensée. Alors pourquoi le XIIe siècle ? Parce que nous sommes à un moment clé dans le développement de la théologie chrétienne. C'est le moment où le mot théologie apparaît et prend le sens qu'il va avoir par la suite. Et c'est aussi le moment d'une grande renaissance intellectuelle avec l'apparition de ce qui va devenir les universités de Paris et de Bologne. Enfin, c'est l'apparition d'autres discours scientifiques, pas uniquement un discours chrétien, mais un discours scientifique médical, juridique, qui par certains côtés s'abstrait du discours chrétien. Alors avant d'en venir à ces trois personnages, un petit panorama extrêmement rapide du traitement de l'aliment dans l'histoire de l'Église. Si l'on se tourne vers la question des tabous alimentaires, et je place le mot tabou ici entre guillemets, on pourrait dire à première vue que dans la religion chrétienne, il ne devrait pas exister. L'un des choix fondamentaux du christianisme à sa naissance fut de refuser l'application de la loi juive et en particulier les prescriptions alimentaires qui édictent que certains aliments sont impurs. Les Actes des Apôtres racontent la célèbre vision de Pierre à Joppé. Pierre voit en extase l'ensemble des animaux de la création. Une voix lui dit « Tue et mange ». Pierre répond qu'il n'a jamais rien mangé d'immonde et d'impur. La voix répond « Ce que Dieu a rendu pur, tu ne vas pas toi le déclarer immonde ». Cette phrase annonce plus ou moins la pensée chrétienne de la nature. La création est entièrement bonne, elle est faite par Dieu à l'usage de l'homme. Son utilité est d'abord économique, l'homme exploite les ressources naturelles et civilise la nature. La nature a aussi des ressources spirituelles, car elle est un livre que le chrétien doit lire, et où même les bêtes nuisibles ou immangeables renferment un message moral. Et ces messages moraux, on les trouve fortement dans les bestiaires médiévaux. Par exemple, on dit que l'éléphant est l'image de la pudeur, le serpent représente la luxure, etc. Cette conception anthropocentrique de la nature et par voie de conséquence de l'aliment explique qu'il n'y a pas globalement de tabou alimentaire dans l'Europe médiévale. Si l'on prend par exemple en compte l'institution du carême, c'est-à-dire l'interdiction durant les 40 jours avant Pâques de consommer de la viande remplacée par le poisson. Il faut remarquer que l'Église a très tôt indiqué qu'il s'agissait d'une ascèse morale. Si l'on est amené à briser le jeûne, par exemple en cas de maladie, il ne s'agit pas d'un péché. Dans toutes les normes masses des textes ecclésiastiques, il n'existe presque pas de liste d'aliments permis ou interdits. Les juristes discutent des jours de début ou de fin de jeûne, mais le contenu de l'abstinence n'est jamais précisé. En tout cas, les pratiques alimentaires ascétiques ne sont pas liées à une conception de type tabou. Si on prend par exemple l'abstinence de viande dans le monachisme latin, les moines occidentaux suivent, comme on le sait, un régime dans l'ensemble végétarien. Ce végétarisme n'a pas du tout été expliqué parce que la viande était immonde. Dès le début du christianisme, comme l'a montré Aline Roussel,
les moines expliquent que s'abstenir de viande, c'est d'abord une pratique ascétique, se priver volontairement d'un plaisir, mais ils s'appuient sur la diététique antique pour dire que la viande augmente le plaisir sexuel, entend pas le plaisir mais surtout l'appétit sexuel, et disent que le moine, en s'abstenant de viande, peut plus facilement conserver la chasteté. L'aliment est donc intégré dès le début dans un système moral et diététique. Donc pas de tabou alimentaire au Moyen-Âge. Si je disais ça, ma communication s'arrêterait ici. Heureusement, l'histoire est un peu plus compliquée et vient à ma rescousse. Si en général, il n'y a pas de tabou dans le système ecclésiastique de l'Occident médiéval, il existe néanmoins une période, le Haut Moyen-Âge, où l'on trouve dans un certain type de textes, les pénitentiels, qui sont des textes, qui sont des listes de péchés avec des tarifs de pénitence, un système de tabou alimentaire. Je ne vais pas parler de ces pénitentiels, parce que ce n'est pas l'objet ici de ma communication, et ma communication se place en aval de ces textes. Tout ce que je voudrais dire sur ces pénitentiels, et pourquoi je les ai mentionnés, c'est qu'ils représentent, pour ainsi dire, une espèce de virtualité au XIIe siècle d'une christianisation possible de tabous alimentaires. Et j'aimerais comprendre maintenant, à travers ces trois personnages, comment cette christianisation des tabous alimentaires est véritablement rendue impossible. Mon premier personnage, c'est Pierre Abélard, mort en 1142, et c'est le plus connu des trois personnages dont je vais parler. Il est le théologien dominant du début du XIIe siècle, avec Gilbert de Poitiers. Il a une vie et une destinée que l'on connaît, sur lesquelles je ne reviens pas. Abélard aborde la question des interdits alimentaires dans deux de ses œuvres. Tout d'abord dans ses Collationes, un texte dont on traduit le titre généralement par dialogue d'un philosophe avec un juif et un chrétien. Cet ouvrage rentre dans un genre littéraire qui est prisé au XIIe siècle, qui sont un genre littéraire qui consiste en des dialogues imaginaires entre juifs et chrétiens, afin de déterminer quelle est la meilleure des deux religions. Évidemment, c'est toujours le chrétien qui gagne. Ces disputes littéraires renvoient très vraisemblablement à des disputes réelles, orales, qui ont eu lieu à cette époque. L'originalité du texte d'Abélard est double. D'abord, sa critique du judaïsme est beaucoup moins marquée d'antisémitisme que dans d'autres textes chrétiens de la même époque. Deuxième originalité, il fait intervenir à côté du juif et du chrétien un troisième personnage qui est un philosophe, censé ne suivre que la loi naturelle et les arguments de la raison. Au début du texte, le juif présente un tableau de sa religion et il mentionne les lois alimentaires comme une punition infligée par Dieu au peuple juif. Il dit un peu plus loin, et c'est quelque chose d'intéressant, enfin Abélard lui met dans sa bouche, que les lois alimentaires ont été voulues par Dieu pour le peuple juif afin de séparer ce peuple des autres, et Abélard mentionne bien que la commensalité est un acte social communautaire fondamental durant le Moyen-Âge. Ce n'est pas aux chrétiens, mais aux philosophes qu'Abélard laisse le soin de démonter l'argumentation du juif. Il s'agit de montrer que les prescriptions des lois alimentaires contredisent le droit naturel. L'argument est suivant. L'obéissance à la loi de Dieu doit amener un bien spirituel. Les préceptes de la loi interdisent des impuretés de l'âme, c'est-à-dire des péchés. Ce mécanisme est clairement à l'œuvre quand Dieu interdit aux Juifs, par exemple, l'homicide ou l'adultère. Mais quand on parle des impuretés légales, le philosophe mentionne ici différents interdits qu'on trouve dans le Lévitique. Impureté de la femme lors de ses règles, impureté de la femme qui se relève de couche, impureté de l'homme qui a subi une émission de sperme nocturne, impureté des objets touchés par ces personnes impures, impureté de certains aliments. Alors, il est alors ridicule, selon le philosophe, de parler de pollution de l'âme. Pour Abélard, la prescription du Lévitique la plus bizarre est le cas du lit utilisé par une femme impure, qui peut ensuite rendre impur quelqu'un qui s'y couche. L'exemple que choisit Abélard est intéressant, parce que c'est interdit du Lévitique, décrit bien le mécanisme de la contagion, bien connu dans les systèmes du tabou que peuvent étudier les anthropologues. Ce mécanisme, qui était présent dans les pénitentiels du Haut Moyen-Âge, est devenu totalement incompréhensible à l'intellectuel qu'est Abélard au XIIe siècle. La position d'Abélard et de ses disciples, qui refusent toute impureté dans le monde matériel et corporel, est malgré tout extrémiste pour leur époque. Abélard accorde à la volonté et à l'intention un primat qui le conduit à refuser le modèle dominant à l'époque sur le péché originel. Pour la majorité des théologiens à l'époque, en effet, le péché originel est une tare héréditaire provenant du corps d'Adam, un handicap qui est inscrit dans la jonction entre notre corps et notre âme, et qui est inscrit au moment où l'âme est insufflée dans le corps. Cette tare pollue en elle-même le corps du bébé, et même s'il n'a pas jamais commis de péché, il en est pollué. Abélard refuse ce modèle physiologique, il en propose un autre, et ça sera vertement reproché à Abélard lors du concile de Sens qui statuera sur sa doctrine.
La pensée d'Abélard, elle est systématisée par ses disciples qui proposent une image assez claire et assez limpide. C'est l'image de l'homme qui est plongé dans la fange. Même roulé dans la boue, le corps reste pur, car il suffit de se laver pour retrouver son état premier. Rien de la boue ne passe dans le corps, comme rien du corps ne passe dans l'âme. Abélard revient sur la nourriture à partir d'un autre angle d'attaque dans sa 8e lettre. C'est une longue épître qu'il écrit à Héloïse, Héloïse qui est devenue supérieure du couvent de femmes savantes, le Paraclet. Héloïse demande une règle à Abélard, et Abélard lui répond. Sur la question des règles alimentaires à suivre au Paraclet, Abélard se départ des traditions monastiques. La règle de Benoît avait indiqué que l'on devait s'abstenir de viande de quadrupède. Abélard va proposer un long argument sur lequel je glisse, mais qui rejette l'approche ascétique de l'alimentation. Ce qu'Abélard propose est un modèle stoïcien. Comme il le dit, je le cite, « Il faut se contenter du nécessaire et ne pas chercher le superflu. Le type, la qualitas de l'aliment n'a pas d'importance. C'est la quantité, la quantitas qui en est. Les religieuses peuvent manger de tout pourvu que ça soit raisonnable. » Abélard n'est qu'un partisan parmi d'autres de ce modèle stoïcien à l'époque. Ce modèle stoïcien, il est d'inspiration augustinienne. Dans le dernier quart du XIIe siècle, débute un mouvement canonial, connu sous le nom de réforme des chanoines réguliers, qui voit apparaître un nouveau type de vie religieuse en Occident. Ces chanoines adoptent une nouvelle règle, qui n'est pas la règle de Saint-Benoît, qui est dite la règle de Saint-Augustin, et qui est un patchwork de différents textes écrits par Saint-Augustin. En particulier, on y trouve un extrait de la lettre que Saint-Augustin avait envoyée à des religieuses de son époque pour leur donner des conseils, dans lequel Saint-Augustin avait exposé le même modèle d'ordre de type stoïcien. Cette pensée stoïcienne de l'alimentation est aussi à l'arrière-plan du deuxième personnage que je vais étudier, Robert Pullus. Robert Pullen ou Pullus fait partie, comme Abélard, de cette première génération de maîtres en théologie. Il est anglais, il enseigne peut-être à Oxford en 1133, donc dans les tout débuts de ce qui va devenir l'université d'Oxford. Il est en tout cas à Paris vers 1140, où il prodigue des cours de théologie, et il a comme élève Jean de Salisbury. En 1145, il se trouve à Rome, il est cardinal et chancelier de l'Église romaine, donc un poste extrêmement important. Il disparaît de la documentation en 1146, où il est vraisemblablement mort. Robert Pullus a laissé des sentences qui sont organisées selon un plan original et qui ont été pas tellement étudiées. L'une des originalités de ce texte est de consacrer 3 chapitres aux questions d'alimentation. Dans un premier temps, Pullus défend la pratique de la commensalité en montrant que Jésus a participé à beaucoup de banquets, noces de Cana, repas au bord du lac de Tibériade, la Seine. Ensuite, dans 2 chapitres, il s'attaque aux interdits alimentaires et au jeûne. Pullus s'inspire très étroitement des paroles de saint Paul dans la première épître aux Corinthiens. Les Corinthiens avaient demandé à saint Paul s'il était licite de consommer des viandes sacrifiées aux dieux païens, et Paul avait répondu que cela était indifférent moralement, mais qu'il fallait s'en abstenir si un nouveau croyant était choqué que l'on participe à un rituel païen. Pullus tire ce texte du côté d'une critique de l'impureté des aliments, un choix qui n'est pas celui d'autres exégètes à la même époque. Ce qui est intéressant, c'est que Pullus se sert du texte de Paul, non seulement pour rejeter en général les prescriptions alimentaires de l'ancienne loi, mais aussi les prescriptions qu'avait données la communauté de Jérusalem dans les Actes des Apôtres aux nouveaux croyants gentils, mais aussi pour critiquer des pratiques alimentaires qu'il place dans un passé proche ou dans le présent. Il critique un certain nombre de choses qu'il considère comme judaïsantes. Premièrement, des interdits alimentaires que l'on trouve dans les pénitentiels. Deuxièmement, le jeûne de viande de samedi. Jeûne de viande de samedi qu'il considère comme une forme de sabbat. L'histoire du jeûne reste à faire, c'est difficile d'être très précis en la matière, mais ce que critique Pullus, ce n'est pas une critique du jeûne classique, le jeûne du vendredi ou le jeûne de carême, mais ce sont des durcissements à cette discipline, durcissements qui ont vraisemblablement apparu aux environs de l'an 1000, autour des conciles de paix de Dieu et du mouvement pénitentiel qui a suivi. On trouve en effet un certain nombre de textes qui interdisent à ce moment-là la consommation de vin le mercredi et de viande le samedi. Le texte de Pullus montre que la pratique du jeûne du samedi de viande reste vivante dans certaines régions à cette époque, mais qu'elle n'est pas du goût de tous. Cette critique du jeûne du samedi répond aussi peut-être à des inquiétudes devant des mouvements hérétiques. Les mouvements hérétiques cathares qui apparaissent à cette époque prônent
semble-t-il, l'adoption d'interdits alimentaires nouveaux. Interdits alimentaires de viande, interdits alimentaires de laitage. Dès les premiers textes anti-hérétiques qui datent de la même période, ces pratiques sont réprouvées. Saint Bernard défend dans un sermon la consommation de viande, dans un sermon où il attaque des manichéens, vraisemblablement des cathares. Plus tard, Alain de Lille, un autre théologien, à la fin du XIIe siècle, dans sa Somme contre les cathares, défend la consommation de viande en indiquant que Jésus lui-même a consommé de la viande, l'agneau pascal. Saint Paul avait admis que l'on s'abstienne de viande, de manger des viandes sacrifiées aux païens, si cela scandalisait un coreligionnaire. Anselme de Laon, un théologien du début du XIIe siècle, avait donné une réinterprétation moderne de ce principe en indiquant que l'on ne devait pas manger de porc devant un juif nouvellement converti au christianisme. Pullus donne plusieurs exemples de nourriture dont la consommation pourrait provoquer le scandale. La plus intéressante est la suivante. Pullus dit « Tu ferais scandale, je le cite, tu ferais scandale si tu mangeais du beurre au milieu des francs. » L'éditeur du XVIIe siècle de Pullus est interrogé devant cette phrase. Mais il se doutait bien que les Français mangeaient du beurre au XIIe siècle. Dans un bel exemple de travail scientifique de l'époque, il a envoyé des lettres à différents antiquaires jésuites, et la solution qu'il propose, à mon avis, est astucieuse et juste. Ce que Pullus dit, en disant « tu ferais scandale si tu mangeais du beurre au milieu des francs », ce n'est pas la pratique de manger du beurre en général, mais la cuisine au beurre durant le carême. Durant le carême, on doit s'abstenir de laitage et donc de beurre. Néanmoins, Grégoire le Grand, dans une lettre à Augustin, le missionnaire des Angles, avait autorisé les Angles à consommer des laitages durant le carême. Les Anglais, par la suite, avaient, semble-t-il, argué de ce texte pour revendiquer une dispense spéciale pour leur peuple, et semble-t-il que les étudiants anglais à Paris cuisinaient au beurre durant le carême à la grande fureur des étudiants français. Cette divergence franco-anglaise est du reste attestée par quelques sources du bas Moyen-Âge. À l'époque moderne, il semble que soit mis en place une dispense tarifée de cette interdiction de cuisiner au beurre pendant le carême. L'éditeur de Pullus nous raconte qu'à son époque, donc au milieu du XVIIe siècle, les paroissiens dans le diocèse de Chartres vont verser après la messe de Pâques une taxe aux prêtres, et cette taxe on l'appelle « payer ses beurres ». Pullus met donc à l'écart de la norme chrétienne les interdits alimentaires, et il reprend les positions de Paul, mais il les radicalise. Il les transforme surtout en les incluant dans une théorie de la nutrition et des rapports entre nourriture et corps. Pullus cite un verset de l'Évangile qui est fondamental pour l'élaboration d'une théologie de l'alimentation. C'est Matthieu 15, 17. Le Christ parle. « Ne savez-vous pas que tout ce qui pénètre dans la bouche passe dans le ventre, puis est rejeté dans la fosse ?» Ce verset est le point de départ d'une très forte controverse théologique qui va agiter tout le XIIe et le XIIIe siècle, querelle dite de la vérité de la nature humaine. Si l'on suit la théorie galénique de la digestion, la nourriture subit un processus de raffinage à l'intérieur du corps. Une partie est incorporée, transformée en sang ou en chair. Comme le feu brûle la bûche, la digestion extrait cette force de l'aliment pour alimenter le feu de la vie. À la fin de ce processus, il reste des cendres, des excréments. Mais rien de la nourriture ne passe dans le corps. Rien ne passe dans la vérité de la nature humaine. Comme rien de la bûche n'est passé dans le feu. Alors comment expliquer avec ce type de théorie que l'on grandisse ou que l'on engraisse ? Les théologiens expliquent qu'il ne s'agit pas là d'une addition d'une nouvelle matière, mais plutôt d'une dilatation de la matière atomique. Un peu comme si on gonflait un ballon de baudruche. Cette théorie étrange place, comme on le voit, des barrières totalement étanches entre la nourriture que nous consommons et notre corps. Elle permet de résoudre facilement un certain nombre de problèmes théologiques. Par exemple, quand on consomme le corps du Christ au moment de l'Eucharistie, si on incorporait ce corps du Christ, il y aurait des problèmes, parce quelle serait à ce moment-là l'incorruptibilité du corps glorieux du Christ. Autre problème que cette théorie permet de résoudre. Elle permet de proposer une solution à l'assertion que nous sommes tous en Adam, parce que les théologiens pensent que la matière adamique initiale, primordiale, a été dilatée progressivement dans toute l'humanité pour faire l'ensemble des corps humains. Troisième problème que cela permet de résoudre, les problèmes au moment de la résurrection des corps. Il me reste combien de temps ? 5 minutes ? Ça va. Pas de problème. Alors, on en était à la résurrection des corps. Voilà. À la fin des temps, les corps vont être recréés par Dieu à partir des fragments qu'il reste sur Terre. Mais que se passe-t-il, par exemple, en cas de cannibalisme ? Les théologiens posent l'exemple du bébé qui, dès sa naissance, a été nourri uniquement de chair humaine. Comment Dieu pourrait, s'il incorporait la nourriture qu'il mangeait, comment Dieu pourrait-il recréer à la fois son corps et le corps de ceux qu'il a mangés ? Ce type de problème est facilement résolu par la théorie de la vérité de la nature humaine que j'ai exposée.
Plus est un fervent partisan de cette théorie antigalénique de la vérité de la nature humaine. Et ce choix son choix théologique, qui place des barrières étanches entre ce que nous consommons et ce que nous sommes en tant que corps, explique à mon avis fortement son fort rejet des prescriptions et des interdits alimentaires. Mon dernier personnage, à laquelle je vais consacrer les minutes qui me restent, est Uguccio de Ferrare, qui est le principal canoniste, commentateur de droit de l'Église, à la fin du XIIe siècle. Uguccio de Ferrare manifeste les difficultés progressives de la théologie et de la science juridique vis-à-vis de la théorie de la vérité de la nature humaine. Cette théorie est relativement fragile parce qu'elle explique assez mal, malgré tout, les phénomènes physiologiques. De plus, à Salerne, durant le XIIe siècle, on a traduit un grand nombre de textes médicaux d'origine gréco-arabe, et ces textes sont de plus en plus connus et de plus en plus diffusés dans l'Occident. Uguccio va avoir une position relativement complexe vis-à-vis de la nourriture. D'un côté, il est attaché à la théorie de la vérité de la nature humaine, même s'il semble mieux connaître les théories galéniques de la digestion. Néanmoins, mais d'un autre côté, Uguccio est opposé à la théorie de Abélard sur le péché originel, théorie qui plaçait le péché originel dans la volonté et dans l'intention. Uguccio a une vision très corporelle du péché originel. Ceci explique qu'il n'est pas sourd à des concepts comme la contagion. Il est un des rares théologiens ou intellectuels chrétiens de l'époque qui dit que les femmes relevant de couches sont impures. Dans quelques passages de sa Somme, il flirte aussi avec l'idée que certains aliments sont impurs en eux-mêmes. Il reprend à son compte une vieille idée que les aliments qui sont le plus proches du coït sont particulièrement impurs, ce qui permet d'expliquer que les œufs, sous-produits de la génération, ou que le sang, très proche du sperme, sont plus impurs que les poissons, censés pour certains se reproduire sans coït. Ce type d'argument est totalement rejeté par d'autres théologiens à la même époque, car il a été, semble-t-il, utilisé par les cathares pour justifier leurs propres abstinences. Le concept d'impureté d'Uguccio reste néanmoins intellectuel. Il ne revient pas au tabou folklorique qu'on pourrait retrouver dans les pénitentiels. J'en donne un petit exemple. Dans une question sur le carême, il se demande si l'on peut manger les poissons qui ont le haut du corps comme un mammifère, comme un chien ou comme un porc, et le bas du corps comme un poisson. Je pense qu'il vise là un certain nombre de mammifères marins comme le phoque ou le narwal, qui sont perçus par certains bestiaires comme certains des types d'animaux hybrides de telle sorte. Il nous dit que certains maîtres avançaient qu'on ne pouvait manger que la partie poisson de ce drôle d'animal. Pour Uguccio, on peut tout manger. Là aussi, c'est intéressant parce que dans les théories du tabou qu'on peut retrouver dans les cultures qu'étudient les anthropologues, ce sont généralement les animaux hybrides qui sont rejetés de la consommation. La question de l'ambiguïté zoologique de l'animal de ce type de poisson n'est pas du tout un critère pour Uguccio pour considérer une possible impureté de cet animal. Dernier point sur Uguccio. Uguccio, lorsqu'il traite de la table du prélat, se demande est-ce qu'un prélat doit manger luxueusement ou non luxueusement, intègre fortement un autre courant de pensée qui arrive à cette époque, qui sont les théories sur l'hygiène de vie et les régimes de santé. Uguccio nous dit qu'il y a deux types de faim, faim F-I-M, une faim modérée et naturelle, une faim qu'Adam avait au paradis, et une faim immodérée qui est le péché de gourmandise. Cette faim naturelle est bonne, elle est en plus différente suivant les personnes, certains ont naturellement plus faim que d'autres. De plus, les aristocrates, par exemple, ont une faim plus délicate que ceux qui ont été élevés de manière plus rude. C'est donc à chacun, pour Uguccio, de fixer son seuil qui sépare le nécessaire du superflu. Nous sommes proches ici du modèle stoïcien que j'avais vu à l'œuvre chez Abélard, mais chez Uguccio, il est nettement plus médicalisé et proche d'une pensée physiologique. Je passe sur les détails qui me permettent de prouver ça. Uguccio est donc moins clair et moins systématique qu'Abélard et Pullus. Il reprend le modèle stoïcien, mais il le renforce des apports de l'hygiène galénique qui arrivent à cette époque. Néanmoins, il fait partie de cette génération qui commence à percevoir des incompatibilités entre la morale soutenant le discours de la médecine gréco-arabe et le discours chrétien, et qui cherche, plus ou moins adroitement, à trouver une certaine spécificité à un discours chrétien sur les aliments. J'arrive à mes 3 remarques conclusives. C'est bien. Première remarque conclusive. C'est bien. C'est bien ? C'est bon. J'ai le droit. Il fallait. Alors, ma première remarque conclusive, je pense que vous l'avez vu si vous m'avez écouté, c'est l'importance de la pensée diététique dans toute la théologie du XIIe siècle. Bon, diététique avec différentes
accents selon les penseurs. Et cette importance de la diététique sur le discours sur l'alimentation, je pense, se retrouve dans d'autres sources au Moyen-Âge et dans d'autres travaux qui ont été faits par des membres illustres de cet auditoire. Donc je le retrouve aussi la même chose. Deuxième remarque, rejet de l'ascétisme. Tous les textes que j'ai étudiés rejettent finalement l'ascétisme et les pratiques d'alimentation des moines. Ceci correspond, à mon avis, à une prise de pouvoir idéologique au XIIe siècle dans l'Église des clercs séculiers contre les moines. Les élaborations autour de la nourriture et le rejet des interdits alimentaires nous parlent aussi d'une forme d'auto-justification des clercs séculiers contre les moines. Troisième point, les rapports entre pratique et modèle. Est-ce qu'on suivait le carême au Moyen-Âge ? Est-ce que les gens suivaient ce qu'on leur disait ou pas ? Alors c'est très difficile à savoir. Nous avons très peu de sources et tout ce qu'on peut faire, c'est une étude très pointilliste de ces choses. Néanmoins, je pense, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ou une approche de l'Église où il y aurait toujours des normes infligées par le haut et auxquelles obéirait plus ou moins bien le peuple chrétien, que nous ne sommes pas dans ce type de situation. Nous sommes plutôt dans un type de situation où il y a une demande parmi un certain nombre de groupes chrétiens d'une différence sociale, une différence religieuse, et que l'alimentation, c'est un très fort marqueur social et marqueur religieux. On peut penser aux mystiques féminines, on peut penser aux sociétés de conversos en Espagne et ailleurs. Nous avons plein de petits indices qui nous montrent que ce n'est pas difficile, ce n'est pas forcément complexe pour un homme du Moyen-Âge d'avoir un régime alimentaire précis, déterminé. De l'autre côté, le magistère a plutôt été méfiant et sourcilleux par rapport à ces écarts à une norme minimale. Voilà, merci. Merci beaucoup. Nous en venons aux questions. Voilà, elles sont nombreuses. Barbara Krug-Richter, Universität de Münster. Ich würde die Frage jetzt gerne oder die Bemerkung gerne auf Deutsch stellen, wenn das für die Übersetzung okay ist, um begrifflich präzise zu bleiben. Und ich möchte anschließen an Ihre letzte Bemerkung von wegen Bezug zwischen... Could you ask the question in English, because I don't have answered and I don't understand very well German. I didn't understand you. Could you ask your question in English? Is it possible? Because I don't... I'm not quite sure if I'm able to say such complex things in English, so I prefer to say it in German if it's allowed. Ich möchte gerne... Is it okay for you now? Yes. Ich möchte gerne an Ihre letzte Bemerkung anschließen bezüglich der Frage von Norm und Praxis hinsichtlich der christlichen Speisegebote insgesamt. Ich bin keine Medievistin, aber mir ist aus dem späten Mittelalter und auch noch in der frühen Neuzeit doch eine relativ klare Scheidung bekannt, die auch immer in die Praxis umgesetzt wurde, zumindest für den deutschsprachigen Raum, für die es auch eine lateinische Entsprechung gibt. Und die habe ich ein bisschen in Ihren Ausführungen vermisst und bitte Sie daher, mich zu korrigieren, und zwar die zwischen Fasten im Sinne von Jejunia, das meint eben Fasten, indem man weniger Nahrung zu sich nimmt, und Abstinentia, was nichts anderes bedeutet als zum Beispiel Fleischverbote innerhalb der Fastenzeiten, in denen man eben auf bestimmte Nahrungsmittel, auf die Einnahme bestimmter Nahrungsmittel verzichtet. Und es gibt halt auch, wie zum Beispiel am Karfreitag, die Kombination aus beidem. Alors, merci pour votre question. Alors, le problème, c'est, bon, à ma connaissance, j'ai peut-être d'autres gens, d'autres expériences, mais on a très peu de sources. Enfin, je suis surtout un spécialiste de la norme, des lois dictées par l'Église. Et pourquoi il y a très peu de sources ? Parce que l'Église a dit que les normes alimentaires en cas de carême, et il y a une décrétale du pape Innocent III là-dessus, font partie de la coutume locale, une coutume locale de type coutumière, orale, et qu'elle n'a pas véritablement à être fixée par le magistère. On doit suivre ce qui se pratique dans la région, ce qui explique que les évêques ont relativement peu édicté de règles à cet usage. En plus, il faut faire très attention avec les normes qu'on peut trouver. Dans le cas des normes alimentaires, on a beaucoup de normes qui sont de type humoristique et fantaisiste,
où on dit, on a parlé des sobriquets alimentaires ce matin, c'est aussi un cas où on peut trouver des normes où on se demande toujours si c'est pas des blagues dans les facultés de droit. On peut penser par exemple à la consommation de la queue de castor. Alors Bruno me dira que c'est pas une blague, moi je pense que c'est une blague quand même. Bruno me dit qu'il trouve il les trouve dans les livres de recettes de cuisine et qu'il trouve des... Alors pour ceux qui ne savent pas quelle est la blague, je l'explique. On pensait, j'ai parlé des oies, tout le monde connaît la blague? Non, on ne connaît pas. La blague, c'est certaines personnes pensaient au Moyen-Âge que la queue du castor était un poisson. Et elle est représentée dans certains manuscrits comme un petit poisson. Et que par conséquent, on a le droit de la manger pendant le carême, puisque c'est donc un poisson. De la même chose, il y a une autre norme un peu fantaisique sur le barnacle, barnacle goose en anglais, qui est une sorte d'oie qu'on pensait au Moyen-Âge pousser sur un arbre. Et donc être un fruit qui devenait une oie, mais c'était un arbre qui poussait au bord de la mer, et quand le fruit tombait dans l'eau, il se transformait en oie. Donc c'était un fruit, et donc ou un légume si on veut, donc on avait le droit de le manger pendant le carême. Mais ça, on peut trouver quelques textes où on trouve des gens qui consomment des barnacles pendant le carême, mais je pense malgré tout que c'est la place essentielle de ce type d'interdit et de pseudo-normes tient plutôt il ne faut pas sous-estimer le côté humoristique des juristes, je pense, même si c'est pas toujours évident. C'est vrai que nous avions tendance à la sous-estimer. Non, il y a une... La queue de castor, c'est déjà dans les lois de Moïse que c'est mangeable en tant que poisson parce que c'est dans l'eau et que ne porte pas, qui porte des cailles. Alors c'est mangeable. C'est pas une blague juristique du Moyen Âge. Ça se rapporte à Moïse. Moïse qui avait de l'humour. C'est Dieu. C'est Dieu. Le Benkeira. Juste une remarque à propos de ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il y a aussi le côté casuistique. Je travaille sur le droit musulman et donc, par exemple, je parlerai tout à l'heure, les juristes musulmans ont inventé un animal, en tout cas à leur époque, les premiers juristes, qui ne pouvait pas exister, c'était le cochon aquatique, le cochon de mer. Il n'en existait pas. Donc je crois qu'il ne faut pas voir uniquement l'aspect, enfin en tout cas, à partir de ce que je sais, moi, de mon domaine, je ne crois pas que ce soit un exemple purement humoristique. Il y a une casuistique qui est mise en œuvre pour essayer de cerner des représentations. Et donc dans le cas, par exemple, du cochon aquatique, c'est de voir un animal qui est interdit quand il est terrestre, ou aérien, pour parler le langage d'Aristote, est-ce qu'il est licite quand il est aquatique? Bon, ça c'est un... Donc il y a le côté casuistique qui est quand même important. Cela étant, je voulais parler d'un aspect de votre communication que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, parce que moi-même je m'intéresse beaucoup aux interdits alimentaires, et vous semblez accréditer, à un moment vous avez parlé des tabous alimentaires qu'étudieraient les anthropologues, et qui concerneraient des espèces qui seraient la plupart du temps ambiguës. Donc vous reprenez un peu la thèse de Mary Douglas. Je crois que c'est à prendre avec beaucoup de pincettes. C'est-à-dire que si Mary Douglas a pu montrer ça dans le cas du judaïsme, en tout cas c'est dans une version extrêmement tardive du judaïsme, tel que le judaïsme a fini par être travaillé par les rabbins. Elle a pu montrer ça à propos d'un cas, à propos des lélés, je crois, le pangolin, je crois, un animal assez particulier. Mais dans le cas, par exemple, que je connais bien, pardonnez-moi de revenir à mon domaine, c'est invérifiable, ça n'a pas de sens. Partir de l'idée que tout interdit pourrait s'expliquer par l'ambivalence ou bien la mixité, c'est complètement absurde. Dans certains cas, c'est possible. Je dis bien c'est possible, mais c'est à vérifier. C'est une chose qu'il faudrait vérifier de façon très précise. Merci.
Je réponds ? Je vous en prie, allez-y. Oui. Sur le dernier point, bon, j'ai été très bref sur le parti pris méthodologique général de mon enquête qui s'étend au-delà de cette communication. Je ne pense évidemment pas que ce que je peux lire d'un Mary Douglas, ce qu'elle a trouvé, ce sont des lois anthropologiques universelles, générales, etc. Et je ne cherche pas à voir si elles s'appliquent ou elles ne s'appliquent pas au Moyen-Âge. Ce que je prends chez les anthropologues, c'est un certain nombre d'exemples, de cas, de rationalisation, ce que j'appellerais des rationalisations de tabous, de systèmes les expliquant, et je regarde en comparaison comment, au Moyen-Âge, des penseurs, à partir d'autres points de vue et d'autres méthodes, rationalisent de leur façon des tabous ou ce qui répond, ce qui ressemble à des tabous. Mon but est d'essayer de comprendre, mon but général dans le futur, si tout va bien, est d'essayer de comprendre comment nous-mêmes, en tant qu'occidentaux, on a pu avoir ce regard sur autrui. Parce que ce regard qu'ont les théologiens sur les juifs ou sur d'autres cultures, ou ce qu'ils s'imaginent du passé, c'est aussi un moyen de réfléchir sur l'autre et d'appliquer une espèce, si vous voulez, de philosophie ou d'histoire de la religion ou de religion comparée. Et c'est tout début que j'essaye de voir, et c'est pour ça que j'essaye de combiner ce que je peux lire chez les anthropologues et ce qu'on peut lire chez les théologiens médiévaux. Bruno, peut-être la dernière question. C'est d'ailleurs pas une question, c'est commentaire. Un commentaire à propos du castor, bien sûr. Mais donc, je pense que peut-être que ça peut être une blague dans les écoles juridiques d'Italie ou à Paris, mais il me semble pas que dans l'espace germanique, la consommation du castor soit une blague, quoi. C'est une continuité qui existe depuis le néolithique. Il y a une civilisation du castor autour du lac d'Humler avec des restes abondants qui ont été recueillis par les ostéologues, donc ça, il n'y a pas de problème, quoi. Et c'est une continuité jusqu'à Rumpold au XVIe. Je ne pense pas que ça soit une blague, là, de ce point de vue-là, c'est une réalité. Donc, par contre, je voulais simplement dire une chose, c'est ce que tu dis à propos du jeûne du samedi. Ça, c'est intéressant, effectivement, parce que ça pose question. Et je ne sais pas si tu sais sans doute, que ça a été un des thèmes très importants du schisme de 1054, que cette question du jeûne du samedi, du jeûne du samedi considéré du côté byzantin comme judaïsant, comme l'était l'utilisation du pain azime, par exemple. Donc, c'est quelque chose, effectivement, peut-être d'assez récent. Tu penses que c'est donc lié au mouvement de paix ? Je pense, à ma connaissance, il n'y a pas de littérature sur le point, et il faudrait reprendre tous les textes, essayer de... C'est loin d'être, en tout cas, le cas général, ça c'est clair. Donc, à plusieurs reprises... Non, il y a des régions en Europe où on le pratiquait, et d'autres, mais faire les cartographies, c'est, je pense, impossible, de vraiment de savoir. Et on voit tellement bien qu'on ne le pratiquait pas systématiquement que ça constitue une pénitence, donc exigée par certaines officialités. Preuve qu'effectivement, les autres ne le faisaient pas. Il y aura encore beaucoup à dire, j'imagine, mais nous sommes obligés de nous en tenir là. Je vous laisse respirer quelques instants, le temps que les interprètes puissent faire une translation de bureau, c'est bien ça, pour la traduction de l'exposé de Ariel Toaf. C'était très intéressant, votre exposé. Merci. Non, j'ai dit quelques instants de répit, pas ne partez pas tous. Oui, mais je crois que c'est bien comme ça. Non, regardez, il y a un beau ciel, là. C'est dommage de ne pas en profiter. Ça nous distrait un peu, mais ça nous fait du bien aussi. On est obligé, par contre, de fermer un peu. Oui, bien sûr. Tout le monde. Est-ce qu'on pourrait envisager effectivement tout à l'heure? Oui. Et après, toutes les... Oui, à la fin. Donc, vous serez bien fatigué. D'accord.
La séance reprend. Pourriez-vous rentrer, réintégrer la salle, rejoindre vos places? Nous allons donc entendre Monsieur Ariel Toaf, qui va nous faire une intervention en italien, mangiare all'ebrea et mangiare kasher, donc manger à la juive et manger kasher. Esiste una cultura alimentare ebraica. Dovendo affrontare questo tema, per esempio, con riferimento alla complessa e variegata realtà dell'ebraismo italiano tra Rinascimento ed età moderna, rispondere a questa domanda si pone subito come pregiudiziale. In genere, e anche qui oggi, si afferma che le pratiche dell'alimentazione ebraica vanno inquadrate essenzialmente nell'ottica del sistema religioso fondato sui divieti biblici, dilatati ed interpretati nella normativa rabbinica. In altri termini, l'ebreo si sarebbe alimentato con i cibi a lui permessi, mentre avrebbe scartato tutti quelli che in un modo o nell'altro fossero caduti nelle categorie vietate esplicitamente dalla Bibbia o dall'ermeneutica generalmente estensiva della ritualistica successiva. In questo senso, le sue scelte alimentari sarebbero da considerarsi come fondamenti della sua identità culturale e religiosa. Come è noto, l'idoneità alimentare è detta in ebraico kashrut e ogni cibo permesso viene identificato come kasher, una categoria ristretta dai divieti biblici e ancor di più dalla rigida applicazione della ritualistica successiva. È indubbio quindi che le scelte alimentari dell'ebreo risultassero pesantemente condizionate da una rigida dietetica, dalle motivazioni religiose. Si mangiava quello che era permesso mangiare e si cucinava con ingredienti compatibili con la normativa rabbinica in fatto di alimenti. Ma a questo punto bastano queste considerazioni per concludere, come molti, quasi tutti, hanno fatto, che la cultura alimentare ebraica appaia fondata sui divieti religiosi e, a parte questi, gli ebrei cucinassero e mangiassero come i loro vicini, cristiani o arabi che fossero, oppure che le pratiche alimentari ebraiche siano il frutto dell'incontro dei cibi sopravvissuti all'ecatombe dei divieti religiosi con il gusto e le tradizioni gastronomiche dell'ambiente circostante, in un processo di osmosi ineluttabile e quasi automatico. Soprattutto se esaminiamo il caso dell'ebraismo italiano, in cui correnti migratorie occidentali e orientali, sefardite, ashkenazite e nordafricane, si sono incontrate e stemperate nel corso dei secoli, non ho difficoltà ad ammettere che il gusto alimentare e la cultura della mensa dei diversi gruppi di immigrati appaiano sensibilmente condizionati ed influenzati dall'ambiente di origine. Come d'altra parte è innegabile che la comunità ebraica italiana autoctona di antica tradizione e stanziamento
sia stata tutt'altro che insensibile alla cultura tipica della cucina italiana. E tuttavia dissento sul fatto che in queste considerazioni si esaurisca il discorso sulla cultura alimentare ebraica. A mio avviso ci vuole infatti molto di più del binomio divieti religiosi e influenze esterne per spiegarne il fenomeno, sia a livello delle scelte e preferenze alimentari che in quello che attiene alle sue particolari valenze di socialità. Sono d'accordo quindi con Jean-Louis Flandrin nella considerazione che le pratiche alimentari degli ebrei non vadano viste soltanto dal punto di vista del divieto, ma anche come scelte in positivo, di ordine diverso, di gusto, di tradizione e di cultura. Quando nell'Italia del 400 o del 500 ci si riferiva ad un determinato cibo, e cito dai documenti, definendolo all'ebrea o alla giudea, non significava certamente che quel cibo era da considerarsi kasher dal punto di vista della normativa rituale ebraica, il che non sempre e non necessariamente era vero, ma soltanto che nei suoi ingredienti, nel gusto e nell'aspetto era immediatamente riconoscibile da tutti come tipicamente ebraico e diverso da un'analoga pietanza prodotta da cristiani. Così, per fare qualche esempio, i marzapani e le frittelle con miele e cannella, i patè di fegato grasso d'oca, i salciccioni d'oca, il chamin, la carne stufata del sabato, con ceci e fagioli, con pevere e taglio, i carciofi fritti a rosa e l'indivia cotta al forno con pesce azzurro, tutti cibi la cui preparazione veniva comunemente qualificata come all'ebrea, non erano certo chiamati in quel modo perché il loro consumo era permesso o prescritto agli ebrei dalle norme della Bibbia e dei rabbini, ma perché vi si riconosceva la particolare espressione del gusto gastronomico ebraico. Certo, vi erano ragioni storiche, culturali e religiose ad averlo formato e ancor più condizionato, indirizzando le sue preferenze verso determinati prodotti a differenza di altri, pur permessi dalla normativa religiosa. Ma il fatto incontrovertibile è che il gusto gastronomico ebraico appariva evidentemente diverso da quello dell'ambiente cristiano circostante. Mangiare da ebreo era quello che al mercato dei cristiani era scelto e apprezzato preferibilmente o esclusivamente dagli ebrei, che sapevano come prepararlo e cucinarlo in un numero straordinario e particolare di ricette. Non di rado il cristiano si avvicinava per la prima volta a quel prodotto, per esempio la melanzana o petonciano, gli insaccati d'oca, i marzapani, la cotognata, attratto dall'opera di promozione che ne avevano fatto, anche inconsapevolmente e involontariamente, gli ebrei. I negozi alimentari dei ghetti pullulavano di clienti cristiani, ghiotti più che affamati. Mentre fuori dei quartieri ebraici, cuochi, pistori, pasticceri non disdegnavano di cimentarsi nelle ricette alla giudia, che costituivano un sicuro richiamo culinario. Certamente le botteghe alimentari dei quartieri ebraici erano aperte soprattutto per servire il pubblico ebraico e, come è noto, allora come oggi, l'industria e la manifattura dei prodotti alimentari kasher, il loro controllo e smercio, costituivano fonti inesauribili di facili guadagni
per le istituzioni comunitarie ebraiche e i rabbini, fornendo allo stesso tempo un gran numero di posti di lavoro ad una manovalanza a basso costo, disposta a svolgere un impegno spesso ingrato e frustrante, che aveva il solo notevole vantaggio di non richiedere alcun titolo di studio né abilità particolari. Non è facile definire a questo punto cosa siano i cibi e le pietanze all'ebrea. Si tratta di piatti che gli ebrei avevano inventato o comunemente erano ritenuti aver inventato, oppure di vivande che essi avevano prevalentemente adottato, modificando e magari migliorando le loro ricette. Il problema non è secondario, ma si presenta allo stesso tempo di tutt'altro che agevole soluzione. Vogliamo fare un esempio. Il couscous. La semola cotta a vapore e manipolata con l'olio d'oliva. Nel Settecento e nell'Ottocento è il piatto principe della mensa sabbatica degli ebrei in Toscana, che lo accompagnavano con brodo vegetale o di carne, polpette in umido, verdure cotte, in particolare bietole, fagioli o ceci stufati, e lo chiamavano couscousù. Questo era difficilmente definibile come un piatto ebraico. Già nel 1570 Bartolomeo Scappi, che viveva a Roma, nella sua opera ne attestava l'importazione in Italia, osservando come si trattasse di una vivanda di semolelle con diverse materie alla moresca, chiamata succussù. È quindi assai probabile che la notevole immigrazione di ebrei dal Marocco e dalla Tunisia nel porto di Livorno, avvenuta in varie ondate nel corso del Settecento e di lì a Firenze, abbia introdotto tra gli ebrei italiani il gusto per questo piatto esotico. D'altronde, le comunità ebraiche della Piana del Po, da Torino a Mantova, a Modena, del Veneto e delle Marche, lo ignoravano e per lo più continuarono ad ignorarlo. Ma a questo punto siamo sicuri che il couscous abbia fatto la sua prima comparsa sulla tavola degli ebrei italiani a Livorno nel Settecento? Le prove in contrario, infatti, non mancano. Probabilmente gli ebrei di Sicilia, espulsi dall'isola nel 1492, e certamente quelli del Regno di Napoli e dell'Italia meridionale, costretti ad abbandonare le loro terre definitivamente nel 1541, molti dei quali erano di più o meno recente origine magrebina e in genere nordafricana, facevano largo uso del couscous e della semolella. Ci conferma in questa assunzione il medico di Spoleto, David De Pomis, quando nel 1587 scriveva che la semolella, il couscous, la quale al mio paese è quella che si ricava dal cor del formento, si usa in Levante e nel Regno di Napoli più che in altra parte d'Italia. Ma già in precedenza, nel dizionario ebraico francese italiano, in caratteri ebraici, Macré d'Ardequet, manuale per far leggere i fanciulli, edito a Napoli nel 1488, ma opera di un ebreo provenzale, Perez Trabot, che lo scrisse intorno al 1310-1320 tra Roma e Napoli, si celebrava la semolella, il couscous di fior di farina, di sabato, cotto al vapore della pignatta. E allora? Dovremmo dire che probabilmente il couscous, di innegabile origine nordafricana e araba, era adottato in Italia in prevalenza dagli ebrei, inizialmente, certo ancor prima del Cinquecento, in Sicilia e nelle regioni dell'Italia meridionale, e in seguito, a distanza di secoli, a Livorno, a Firenze e in Toscana, qui introdotto
dall'immigrazione di ebrei dalle terre del Maghreb. Questi dovevano essere innegabilmente i fattori che agli occhi degli italiani in genere rendevano il couscous o couscousù un mangiare alla Giudea. Parlando delle scelte alimentari ebraiche, e nel nostro caso con ancora maggiore attenzione, affrontando l'argomento della pratica della cucina presso gli ebrei, dobbiamo quindi tenere conto delle invasioni e contaminazioni culinarie esterne che appaiono averla talvolta influenzata e dei processi osmotici con la circostante cultura italiana della tavola, di cui talvolta costituisce il prodotto, con risultati ibridi, anche se indubbiamente creativi e originali. Sarà necessario prestare attenzione anche al fatto che nella società ebraica, come in quella cristiana, il menù dei ricchi e quello dei poveri era sostanzialmente diverso. Come ci dicono le fonti, nello stesso pranzo sabbatico o festivo, la mensa del banchiere o del medico si allontanava da quella del ciabattino o del rigattiere non soltanto per questioni di etichetta e di galateo o per la preziosità dei servizi e del vasellame da tavola, ma anche per la scelta e la presentazione delle vivande e per la rarità degli ingredienti e delle spezie usate nella confezione dei piatti. Immaginare una società ebraica uniforme e omogenea sotto questo aspetto è un errore da evitare. Come è noto, il gusto indica l'ineguaglianza sociale e anche presso gli ebrei esisteva una gastronomia aristocratica, costosa, ricercata, raffinata, finanche eccessiva, che tendeva al piacere della gola e al consumo ostentato e rivelatore. D'altra parte, c'erano anche mangiari da poveri, e tipicamente da ebrei poveri. La melanzana, o petonciano per esempio, chiamata berenjena dagli ebrei sefarditi, che l'avevano introdotta sulle tavole dei ghetti italiani, aveva ben presto assunto tra gli strati sociali più bassi il ruolo che ha ai nostri giorni la patata. Privata dell'amaro, ritenuto velenoso, era cucinata in un'infinità di modi e in particolare fritta e marinata nell'aceto come la zucchina presso gli ebrei del ghetto di Roma. Ne bastava qualche fetta per condire e rendere appetitoso anche il pane nero di cereali inferiori e le polente di sorgo. Già nel 600 Antonio Fruogoli e Vincenzo Tanara definivano la melanzana rispettivamente mangiare da gente bassa o da ebrei e costumato cibo per gli ebrei. In Emilia le melanzane erano considerate mangiare giudeo, mentre Pellegrino Artusi raccontava che a Firenze, ancora alla fine dell'Ottocento, erano quasi introvabili al mercato e disprezzate come cibo da ebrei. Eppure, fino a tutto l'Ottocento, nelle fonti scritte in ebraico e in volgare che trattano della cucina ebraica e dei suoi piatti, nei menù dei pranzi di sabato e delle feste, nei vocabolari d'uso quotidiano, la melanzana è tra le poche verdure sorprendentemente assenti. Alla mensa dei ricchi era quasi vergogna introdurla. L'impatto e la circolazione sociale della melanzana all'interno del gruppo ebraico italiano si rivela così assai meno uniforme di quanto era dato da immaginare dai moderni ricettari della cucina ebraica peninsulare. Considerata l'importanza che aveva la tavola nel contesto della vita comunitaria, sorprende quindi che gli ebrei, e quelli italiani in particolare, non ci abbiano lasciato nel passato libri di cucina e sistematiche raccolte di ricette, manoscritte e a stampa. Il ricettario pubblicato nel 1890 dal triestino Salomone Morpurgo, in occasione delle nozze ebraiche Franchetti Enriquez, definito recentemente da Bruno Loriot una delle prime edizioni di libri di cucina italiani,
rappresenta una cucina che è quanto di meno kasher ci sia. L'operetta, intitolata 57 ricette d'un libro di cucina del buon secolo della lingua, tratta da un manoscritto del 300, contiene infatti prescrizioni culinarie che prevedono proibite commistioni di carne e cacio e dove la presenza della ciccia e del sugnaccio di porco è imponente. I ricettari della cucina tradizionale ebraica costituiscono una moda recente di questo secolo, il primo è del 1931, e vanno affrontati con qualche sospetto per il loro carattere ibrido, che mescola elementi di provenienza diversa con un preminente gusto per l'esotico e per la massiccia adozione della patata e delle piante americane, come il pomodoro e il mais, totalmente assenti in tutte le fonti ebraiche fino all'Ottocento. La mancanza di raccolte di ricette non significa ovviamente che la cucina ebraica non esistesse, ma soltanto che gli ebrei hanno in genere preferito trasmetterne i segreti oralmente piuttosto che porli per iscritto. Ciò naturalmente rende assai problematica e rischiosa la sua ricostruzione storica. Ma il compito non è impossibile se ci si rivolge ad un ampio ventaglio di fonti tipologicamente diverse in ebraico e in volgare, che descrivono anche incidentalmente gli usi e i costumi alimentari degli ebrei ed in qualche caso ne riportano le ricette. Si tratta dei responsi rabbinici che affrontano nell'ottica della liceità singole problematiche legate all'alimentazione, di epistolari che descrivono gli usi quotidiani ed i modi di mangiare, di libri di viaggiatori che registrano l'insolito e il curioso rapportato alla realtà che conoscevano. Si tratta dei carmi conviviali, composti in ebraico e in italiano per celebrare le festività di calendario, che riportano l'ordine delle portate e il servizio del banchetto, di vocabolari ed enciclopedie d'uso comune, con i loro elenchi di alimenti e di pietanze, di registri e documenti ufficiali delle comunità ebraiche che hanno attinenza con la scelta, la sorveglianza, la distribuzione e lo smercio dei cibi kasher. Si deve tener conto infine anche dei verbali dell'Inquisizione, dove marrani e giudaizzanti, sospettati di mangiare all'ebrea, vengono interrogati sui loro usi alimentari. Se non si pretende di ricostruire sulla base di quei protocolli ricettari impossibili, tanto arbitrari quanto fantasiosi, come da qualcuno di recente è stato fatto, le molte indicazioni che forniscono possono risultare preziose e significative. La cucina storica ebraica come disciplina è soltanto agli inizi, ma nonostante le difficoltà e i rischi che presenta il suo lavoro di ricerca e di ricostruzione, possiede gli strumenti per avvicinarsi ad una più reale comprensione dei significati del mangiare all'ebrea nei diversi contesti storici, anche se purtroppo non è in grado di restituirci appieno i suoi odori e i suoi sapori. Grazie. Merci. Des questions? Mi chiamo Roberto Zummo De Santis. Vorrei solamente fare due osservazioni. Ho notato che in fin del conto il riferimento alla Bibbia è quasi sparito, contrariamente al discorso che possiamo avere sulla Bibbia nelle altre comunità ebraiche in Europa e in America, per esempio. E il secondo punto, ho l'impressione, averla sentito, che il cibo all'ebrea sarebbe piuttosto un influsso orientale, piuttosto fra l'altro di origine ottomana, piuttosto che in riferimento al Levitico e i testi fondamentali della Torah. Est-ce que vous pouvez traduire rapidement votre question en français ou pas? Qui? Moi? Oui, moi.